Mais tout ça pour dire que, voilà, on parlait pas forcément toujours du langage ou d'un mot, d'une expression, mais il saisissait souvent euh, une personne qu'il regardait et il m'invitait à regarder avec lui. Ou j'ai un souvenir assez drôle d'un moment à Toulouse, quand on était à Toulouse en 2012. Donc il avait un emploi du temps très chargé, et il se prêtait vraiment de bonne grâce aux rencontres, alors que ça lui demandait quand même, déjà ça demande à tout écrivain ou toute personne de l'énergie, d'être sur pied du matin au soir, entouré de gens, devant répondre à des questions, assister à des lectures, et puis tout ça dans une langue qui n'était pas la sienne, et ça le fatiguait beaucoup de ne pas être dans sa langue, vraiment. Et donc, bon, mais il se prêtait vraiment de bonne grâce, et puis il aimait les rencontres. Quand il acceptait de les faire, il jouait le jeu jusqu'au bout. Et un jour à Toulouse, voilà, après une journée épuisante, moi je m'apprêtais à l'emmener au restaurant avec sa femme, et puis on a été quasiment kidnappés par une femme dont on n'a pas très bien compris qui elle était. C'était une représentante peut-être de la communauté juive ou d'une institution, d'une association, et qui nous a quasiment vraiment kidnappés tous les trois en disant venez dîner à la maison, venez dîner. Alors moi, bon, j'ai mes antennes qui m'ont alerté et je voulais pas la suivre. Mais Aaron, très gentiment, parce qu'il était infiniment bon et attentif aux autres, et sa femme l'est aussi, m'ont dit ce n'est pas grave, elle a dû préparer plein de choses, on va y aller, on va lui faire honneur. Donc on part en voiture, et moi j'avais vraiment le sentiment qu'on était enlevé, qu'il allait se passer quelque chose, euh, peut-être pas de grave, mais en tout cas qu'on était un peu en danger. Et là on débarque dans un appartement en travaux, avec des restes, des reliefs d'une fête comme ça, des restes de repas. Il y avait eu une grande fête apparemment la veille dans cet appartement. Il y avait des verres partout, des coupelles, des noyaux d'olive, des traces voilà, de vin. Enfin, c'était, on débarque dans un chantier, et cette femme nous dit bon, on va le faire simplement. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Je vais préparer une petite salade. Bon. Et donc moi j'étais horrifiée, enfin assez en colère même qu'Aaron se retrouve entraîné, et sa femme se retrouve entraînée après une journée comme ça là. Et bon, on attend, et puis on s'installe à table, et il y avait là des amis de cette femme, et dont un qui ne connaissait pas du tout Aaron, qui savait à peine qui c'était, qui le regarde et lui demande en anglais, mais vous écrivez quel genre de livre, des romans policiers? Parce que moi je ne lis que ça. Et là, moi, je bouillonnais, et je pense que voilà, Aaron, évidemment, percevait tout ce qui se passait. Et il a posé la main sur moi et il m'a dit détends-toi, écoute, regarde, ça aussi c'est une leçon. Et de ça aussi tu as quelque chose à apprendre. Et donc voilà, c'était des scènes comme ça, je peux en citer des dizaines de moments partagés. Voilà, en apparence anodin, mais en sa compagnie, ils prenaient tous une signification très très grande, parce qu'ils ramenaient toujours ce qui se passait, encore une fois, aux individus. C'est-à-dire, voilà, pour lui, la question était de savoir pourquoi cette femme avait insisté pour l'entraîner à ce dîner, alors que rien n'était prêt, que l'appartement était en travaux. Enfin, il y avait là un mystère et le début d'une interrogation, alors que pour moi, sur le moment, alors bien sûr, j'écris aussi, et je peux, avec le recul, saisir toute la dimension comique de cette scène, de ce moment, mais j'avoue que sur le moment, c'était l'exaspération qui l'emportait. Euh, et lui avait le don de transformer tout de suite la situation en question, en scène, en éclairage sur l'humanité. Et encore une fois, des histoires comme ça, j'en ai beaucoup, tout simplement parce que c'était comme ça avec lui, c'est-à-dire il avait cette curiosité inlassable. Et c'était plus le sujet de nos discussions que la langue en elle-même. Après, il pouvait nous arriver de discuter, oui, d'un mot ou dans ses livres, ou c'était lui qui soulignait. Il pouvait avoir une sorte de filet d'ironie dans la voix qui se déposait sur les mots, et qui révélait toute la dimension absurde de certains mots utilisés justement. Voilà, quand il disait oui, l'héroïsme.
euh, voilà, pour Israël qui parlait de l'héroïsme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de héros, mais pour Aaron, les héros qui avaient traversé la guerre étaient aussi bien ceux qui étaient morts que ceux qui avaient survécu, ceux qui étaient morts sans même se battre. C'était tous des héros parce qu'ils avaient tous à un moment donné soit aidé quelqu'un qui était tombé, soit pris par la main un enfant, soit tout simplement il s'était tenu debout, ne serait-ce que 5 minutes dans, dans ces situations-là. Et donc pour lui, l'héroïsme, c'était pas uniquement le combat, les armes à la main. Et quand il disait l'héroïsme avec ce filet d'ironie, c'était... voilà, il renouvelait le sens des mots. Et comment vous... Parce que c'est... Enfin, moi, ça m'a toujours stupéfié, votre travail de traduction, mais comment vous travaillez toute seule et tous les deux? Vaste question, hein, mais... Oui, alors comment je ne sais pas très bien comment. Enfin, je sais qu'un jour, et ça c'est vrai depuis le premier livre traduit, donc depuis Histoire d'une vie, mais je sais qu'un jour j'ai entendu la voix d'Aaron en hébreu. Et parce que moi déjà, il faut dire que je lis peu en hébreu. Je lis très peu en hébreu. Ce n'est pas ma langue maternelle et ça reste une langue dont je peux parler pendant des heures et qui m'est extrêmement chère pour ce qu'elle a ouvert en moi. J'ai vraiment l'impression que l'hébreu a ouvert des zones qui n'auraient pas pu être ouvertes par une autre langue. Des zones de réflexion, de perception du monde. Mais chaque langue, certainement, peut ouvrir certaines zones, voilà, dont elle seule détient les clés. Mais l'hébreu reste une langue qui exige de moi un effort quand je la lis. Et peut-être que la seule langue qui n'exige pas d'effort de moi, c'est celle d'Aaron. Un livre d'Aaron n'exige pas d'effort pour moi parce que je l'entends. J'entends les mots avant même de les lire d'une certaine manière. Et donc, je dis souvent que je traduis à l'oreille. Je n'ai aucune méthode, aucune théorie. J'aurais beaucoup de mal à théoriser ce qui se passe quand je traduis un livre d'Aaron. Je sais juste que j'entends une voix, un ton, un rythme, et j'essaie de restituer cette voix, ce ton, ce rythme en français. Après, il y a bien sûr du travail, et un travail qui est fait aussi avec mes éditeurs, avec les correcteurs qui travaillent sur les livres d'Aaron, que ce soit dans ces cas précis des gens comme Olivier de Solmignac ou Patricia Duez. Je pense que ce sont des gens dont le nom mériterait d'être sur les livres aussi parce qu'ils contribuent à un travail chaque fois autour de cette tonalité, de ce rythme. En tout cas, ils m'aident à le trouver, et puis à l'Olivier aussi. Des gens comme Olivier Cohen ou Laurence Renouf m'aident à finaliser. Mais au départ, disons, je fais quand même le travail seul dans un premier temps, et pendant assez longtemps, je suis seule face à ma feuille, avec le sentiment d'avoir la chance inouïe de pouvoir traverser voilà, d'une rive à l'autre pendant plusieurs heures. Je passe de l'hébreu vers le français, de l'hébreu vers le français, je reviens vers l'hébreu et je retourne vers le français. Et ce mouvement, cette traversée, c'est une traversée que j'effectue avec à chaque mot la voix d'Aaron dans mon oreille. Et ce qui me permet de dire que si mes traductions n'ont évidemment rien de parfait, parce que enfin, c'est certainement pas moi qui pourrais le dire, mais je pense qu'elles sont toujours perfectibles, ça c'est sûr. Mais je sens en tout cas que quelque chose que j'entends en hébreu est présent dans le texte français. Et ça, c'est voilà, ça c'est le gros du travail quand je suis face à la feuille blanche qui se remplit peu à peu. Ce que je faisais avec Aaron et que je ne ferai plus avec lui, c'est que il m'arrivait assez souvent lorsque je traduisais de parler avec lui d'un personnage ou d'un lieu
soit dans le lieu que je n'étais pas sûre de visualiser. Par exemple, dans Floraison sauvage, j'avais un doute sur le lieu où se trouvent Diad et Amalia, ce frère et cette sœur qui sont retirés au sommet d'une montagne pour être les gardiens d'un cimetière juif. Enfin, je voyais très précisément, mais je voulais être sûre que je voyais la maison telle qu'elle était. Et comme chez Aaron, il y a très peu de descriptions, j'avais besoin de m'assurer, je ne sais pas pourquoi, mais que j'étais bien en place dans la maison, à l'endroit où Amalia se trouvait. Alors, je ne saurais pas dire s'il m'a répondu précisément que la fenêtre était là ou pas, mais en tout cas, dans la discussion, j'ai trouvé dans ce qu'il m'a dit les éléments nécessaires pour me poser avec eux dans cette maison. Et à partir de là, je pouvais être à l'aise pour traduire. J'avais l'impression que le décor était planté pour moi aussi. Je pouvais évoluer à l'intérieur. Il y a un autre exemple que je donne souvent et qui est très important pour moi, qui a été un moment clé dans la traduction des livres d'Aaron. C'était La fureur ne s'est pas encore tue. Donc je pense que c'est presque à mi-chemin, en tout cas à mi-chemin juste ici, de mon travail de traduction. Dans ce livre-là, Bruno Brumhardt, qui est amputé d'un bras et qui traverse la guerre, on se demande comment, mais en tout cas il traverse la guerre avec son moignon, tout en étant déporté dans un camp, en s'échappant du camp. Bon, Aaron évidemment disait toujours que les gens qui pensaient qu'il écrivait des romans réalistes n'avaient rien compris à ses livres, alors qu'en apparence, ils peuvent l'être, il n'y a rien de surnaturel dans les livres d'Aaron. Mais bien évidemment, l'histoire de cet homme qui traverse la guerre avec un membre en moins, voilà, c'est une histoire qui raconte bien autre chose que comment a-t-il réussi à survivre. Mais en tout cas, cet homme, à la fin de la guerre, donc, faisait d'abord du marché noir, et puis ensuite, justement en Italie, achetait un château dans lequel il voulait que les rescapés entendent de la musique, principalement Bach et Schubert, et la Bible, qu'on leur lise des passages de la Bible. Et les rescapés n'en avaient rien à faire, ils voulaient manger, ils voulaient boire, ils voulaient se reposer, dormir, partir, ne rien faire, mais certainement pas écouter de la musique et la Bible. Alors l'obsession de Bruno, c'était de leur rendre leur dignité à travers la musique et la Bible. La dignité perdue. Et personne ne voulait l'entendre. Et puis à la suite de ça, donc il quittait sa femme parce qu'il la trouvait stupide, parce qu'elle continuait à parler comme avant-guerre. Il abandonnait même son fils. Donc ça, c'est quand même un peu choquant. Quelqu'un qui abandonne sa femme, qui abandonne son fils après la guerre et qui part seul en Israël. Et de façon générale, je le trouvais... en fait, pour te dire, je le trouvais antipathique. Et j'avais du mal à entrer dans la traduction et à me poser dans... Parce que c'est quand même lui le héros, hein, c'est Bruno. J'avais du mal à me poser, surtout dans la deuxième partie du livre, avec lui, dans ses pensées, dans ses tourments. Et là, j'ai dit à Aaron, mais pourquoi est-il si dur avec sa femme et son fils? Pourquoi est-il si dur de façon générale avec ceux qui l'entourent? Et il m'avait dit, mais c'est un homme qui souffre énormément. Il est né dans une famille communiste. Dans le ghetto, sa mère continuait à vouloir convaincre les riches qu'il fallait partager ce qu'ils avaient avec les pauvres. Lui a essayé d'être digne de ses parents qui croyaient au communisme réellement et qui croyaient à une égalité entre les êtres et à une solidarité possible. Et il est absolument désespéré de constater que la guerre n'a rien changé à cela et que les rapports de force continuent entre les êtres, que la bêtise ne gêne pas grand monde. Donc voilà, il m'a parlé de Bruno et de sa détresse si grande que oui, elle le rendait en apparence dur avec les autres.